Galilée l'héliocentrisme, Isaac Newton la gravitation universelle, Nikola Tesla l'électricité, Thomas Edison l'ampoule, Marie Curie la radiographie, Steve Jobs l'ordinateur individuel. Eux et bien d'autres ont changé notre monde. Cela pose une question. Faut-il être un savant pour innover? On est tous créatifs, 100%. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que être créatif, c'est quoi? C'est identifier les paradigmes des objets qui m'entourent pour ensuite jouer avec. C'est une question de méthode et non de capacité particulière. Et l'histoire de l'innovation nous le montre. L'un des exemples que l'on cite souvent, c'est cette incroyable rencontre qui va se produire en décembre 1940 entre une actrice sulfureuse, Hedy Lamarr, et un dénommé George Antheil, lui qui est pianiste, lui-même un peu excentrique. Tous les deux vont établir une relation, échanger et commencer à partager leurs idées pour aider justement les alliés à gagner les guerres. Ils vont travailler ensemble sur un problème ingénierique majeur de l'époque, alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre ingénieurs, à savoir comment crypter des communications radio. Par ces différentes rencontres et sa vie passée, Hedy Lamarr a sur le sujet une idée. Elle a compris que le problème ingénierique qui se pose alors, c'est que la communication entre un émetteur et un récepteur radio n'est pas toujours fiable, car on peut facilement le brouiller ou l'intercepter en utilisant uniquement une seule fréquence radio. Et Hedy Lamarr va avoir cette intuition absolument géniale de se dire qu'il faut finalement chercher à faire varier quasiment seconde après seconde la fréquence de transmission utilisée en la synchronisant entre l'émetteur et le récepteur. Comment le faire? Ça par contre elle ne le sait pas, mais en partageant son intuition, son début d'idée avec justement George Antheil, lui qui s'est passionné pour les pianos mécaniques, va lui apporter justement la brique complémentaire, ce qui lui manquait pour transformer son idée, à savoir l'idée d'utiliser un peu schématiquement des pianos mécaniques que l'on allait placer du côté de l'émetteur et du côté du récepteur, ces pianos mécaniques qui tournent et qui jouent de la musique tout seul en jouant des partitions, mais à la place des notes de musique placées sur ces partitions, on allait placer des fréquences de transmission permettant à l'émetteur et au récepteur de jouer la même musique et de se coordonner sur la même fréquence de transmission. Ils vont ensemble déposer un brevet sur ce système. Alors à l'époque, il ne va pas rencontrer un grand succès, même si pourtant ils l'ont mis à disposition gratuitement de l'armée américaine pour participer à l'effort de guerre. Malheureusement à l'époque, probablement qu'une idée venant d'une actrice sulfureuse et d'un pianiste excentrique, ce n'est pas pris au sérieux. Dommage, parce qu'on découvrira bien plus tard que c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'est déposé, formalisé, ce qu'on appelle l'étalement de spectre, une technologie majeure de notre époque, puisqu'elle se retrouve au cœur de technologies telles que la Bluetooth ou encore le Wi-Fi. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, l'ascenseur social n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Il y a encore beaucoup de parcours académiques et professionnels qui sont déterminés par son origine sociale et géographique. Et donc, l'ambition aujourd'hui d'Article 1, c'est de permettre à chacun de révéler son potentiel indépendamment de ses conditions de naissance. La créativité est une compétence qui permet à chacun d'ouvrir son champ des possibles, de créer des opportunités, d'aller à la rencontre du monde qui nous entoure. Et c'était pour nous essentiel de montrer aux étudiants, mais aussi plus largement à tout un chacun, comment devenir acteur de son parcours grâce à la créativité. Pour nous, en fait, ça a été une évidence de s'associer avec Article 1, parce que dans le cadre de notre mouvement Innovation Commando et de notre manière d'aborder la créativité et l'innovation au cœur des territoires, un de nos principes numéro 1, c'est le principe de la diversité. La diversité socio-culturelle et aussi la diversité des territoires. Et c'est vrai qu'avec ce Tour de France de l'innovation, on devenait les partenaires quasiment naturels pour vivre cette aventure avec Article 1. C'était parti pour le Tour de France de la créativité et de l'innovation. L'objectif de ce Tour de France et plus globalement du projet Tous Créatifs, c'est justement de venir donner au plus grand nombre les clés de la créativité et de l'innovation. De permettre à chacun de transformer les choses dans sa vie et peut-être dans certains domaines, à petite, moyenne, voire grande échelle. On est passé dans plusieurs grandes villes de France, ce qui a permis de toucher des centaines de personnes. C'était bien, mais nous voulions changer d'échelle. Bienvenue dans le projet Tous Créatifs. Nous avons créé des tutos et un kit pour permettre à chacun de s'emparer de ces outils et d'animer ces événements en famille,
entre amis, entre collègues. Salut à toi! Et bienvenue sur notre série de tutos créatifs pour oser créer et innover. Dans cette première vidéo, nous te donnons quelques clés pour t'aider. Commençons par la créativité. Que ça dire que ceci? Tu dois la voir comme une force, un pouvoir que tu as en toi. Tu dois apprendre à la développer pour pouvoir en user et en abuser. C'est un peu comme un super pouvoir. Mais comment qu'on fait ça? Il faut que tu te mettes ça dans la tête, nous sommes tous créatifs sans exception. Toi, elle, l'autre là-bas. Même lui? Oui, même lui. Nous avons tous créé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons tous avoir de grandes idées pour changer de petites et de grandes choses. C'est inscrit dans ton ADN. La créativité n'est en fait et avant tout qu'une affaire d'habitude. Tout se passe dans ta manière de réfléchir et d'aborder les choses. Il y a même, pour faire simple, 2 axes qui structurent le processus créatif. Axe 1. Quand tu réfléchis à un sujet, ton cerveau prendra toujours la même route sur ta carte mentale. Pour hacker ta créativité et booster ta réflexion, il faut donc stimuler ton cerveau en lui imposant de passer par un autre chemin. Axe 2. Vois la créativité comme un jeu de Lego. Les briques sont les idées et il suffit de les assembler et de les combiner. Regarde un peu. Lui, c'est MHD, un jeune rappeur, et il a eu l'idée de combiner l'afrobeat et le trap pour créer l'afro-trap. Maintenant que tu as compris le principe, suis notre série de tutos et tu y développeras tes idées et apprendras aussi à innover. Ajoute, supprime, change, transforme, ose et échange tes idées avec ton entourage, car l'innovation implique le fait de collaborer. À chaque tuto, tu découvriras comment développer ta fibre créative et ton esprit innovateur. Pas mal, non? On t'y révèle les secrets de Léonard de Vinci, d'Elon Musk et de bien d'autres pour te faire kiffer au quotidien. Plonger dans l'inconnu, imaginer et créer ce qui n'existe pas encore, ton monde à toi. En relevant ces défis, avec tes amis, tu deviendras le Jedi de l'innovation. Pour comprendre les processus de créativité et d'innovation, il faut comprendre 2 grandes idées. La première, c'est que la créativité, c'est avant tout un jeu Lego. Et c'est quasiment que cela. C'est-à-dire, c'est un jeu qui ne consiste pas à créer des briques nouvelles, à se connecter à son intérieur pour essayer d'avoir une idée nouvelle, et qui cherche à se connecter au monde qui nous entoure pour justement associer des éléments entre eux et créer du nouveau. Steve Jobs n'a pas inventé l'interface graphique qu'il va mettre dans le Macintosh. Il va la découvrir 3 ans plus tôt parce qu'il va être invité par une société qui souhaite lui faire des démonstrations de produits qu'ils ont inventés. C'est le Xerox PARC. Steve Jobs d'ailleurs racontait que la créativité, selon lui, c'était juste relier des choses entre elles. Il utilisait une célèbre citation qu'on attribue à Picasso qui disait que les bons artistes copient, les très grands artistes pillent. Lui, c'est James Dyson, l'inventeur qui ne manque pas d'air et créateur de l'entreprise Dyson. Dans son processus de création, il a favorisé l'identification de briques que l'on appelle des paradigmes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Par exemple, une chaise est constituée de pieds, d'une assise et d'un dossier. Ces éléments sont des paradigmes qui constituent et définissent la chaise. Et avec, on peut s'amuser à créer autre chose. Dyson adore ce jeu. Il est parti d'un aspirateur classique de son époque, a identifié le sac récoltant les déchets comme un des paradigmes de l'aspirateur et a décidé de le supprimer pour inventer le fameux aspirateur sans sac. Il en a fait de même pour le ventilateur sans pale et le sèche-cheveux sans hélice. Le rap est alors aussi un assemblage de paradigmes. Sa révolution a remis en cause le paradigme du chant dans la musique en montrant qu'il était possible de parler au lieu de chanter. C'est ça. Et le e-sport aussi, tiens. Jouer à Fortnite ou PUBG était un simple divertissement. Mais si tu associes cela au sport, tu as le e-sport, une discipline à part entière qui sera probablement présente au JO 2024. Et oui, maintenant à ton tour. Toi aussi innove en jouant avec les paradigmes. Pour ça, rien de plus simple. Étape 1. Comme avec l'exemple de la chaise, face à un objet ou un concept, identifie les briques de Lego qui le définissent. Étape 2. Après avoir identifié les briques, joue en combinant l'ajout, le remplacement ou la suppression d'une ou plusieurs briques. Et étape 3. Observe ce que tu viens d'imaginer et recommence si le résultat ne te satisfait pas, jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose de concret. La deuxième idée, qui structure les processus de créativité, est plus cognitif. Dans notre manière de réfléchir, on peut avoir tendance à toujours passer par les mêmes chemins neuronaux. Lorsqu'on a établi un chemin dans notre cerveau concernant un sujet, on va toujours avoir tendance à l'emprunter. Avoir des idées nouvelles, ce n'est pas si simple. Ça nécessite justement de s'ouvrir à quoi? Au hasard et à l'absurde, et donc de s'ouvrir à la différence pour justement essayer de provoquer notre cerveau
afin d'avoir justement des idées nouvelles face aux problématiques qui se présentent à nous. Le post-it, le snowboard, le chewing-gum, le Coca-Cola. Toutes ces choses ont pour point commun d'avoir été créées par pur hasard. Prenons le chewing-gum tel que l'on connaît aujourd'hui. Ce dernier est apparu car Thomas Adams, un scientifique qui avait 2 tonnes de latex sur les bras, s'est souvenu qu'au Mexique, la population mâchait de la gomme. Et de fil en aiguille, cette matière première s'est transformée en chewing-gum. Le velcro est également apparu par hasard. Son inventeur, Georges Mestral, découvre lors d'une promenade des graines de bardane accrochées à son pantalon. De cette graine est né le scratch. Et parlons de ce breuvage connu de tous. Dans les années 80, le pharmacien John Pemberton voulait inventer un sirop désaltérant en mélangeant plusieurs ingrédients. Il crée ainsi le soda fontaine. Et à la même époque, un serveur a décidé de mélanger ce sirop avec de l'eau gazeuse, donnant naissance au célèbre Coca-Cola. Tous ces exemples nous montrent comment le hasard provoque la créativité en permettant l'association et la combinaison surprenante d'éléments souvent éloignés les uns des autres. Toi aussi, booste ta créativité grâce au hasard créateur. Étape 1. Sur une feuille, écris sous forme de question un sujet pour lequel tu souhaites avoir des idées. Étape 2. Ensuite, prends un livre, un magazine, ce qui te passe sous la main, ouvre une page au hasard et pointe un mot sans regarder. Étape 3. En partant de ce mot et par association d'idées, tente de trouver des solutions à ton problème initial en essayant de trouver 17 idées. Ne t'arrête pas avant, pousse ta réflexion. Et étape 4. Dès que tu les auras trouvées, fais le tri. Choisis l'idée la plus intéressante et la plus pertinente. À ton tour d'adopter le hasard. C'est pas le point de départ qui est important. Ce qui est important, c'est par succession d'idées, j'arrive à imaginer quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, typiquement, imaginons, j'ai tapé, donc on tire tapis pour réinventer le smartphone. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Comment tapis pourrait nous permettre de réinventer le smartphone ? Tapis, ça vous évoque quoi ? La matière. La matière ? Nouvelle matière. Ok. Donc des smartphones dans une nouvelle matière. Ok. Quel avantage ça aurait ? Je sais pas, un smartphone qui serait peut-être flexible. Ouais. Un truc comme ça, pas forcément en tissu, mais le fait qu'il bouge. Le fait qu'il soit beaucoup plus. Un tapis, c'est ça, il y a des plis. Ouais, dans une matière vraiment, au lieu d'avoir un. Ok, d'accord. Donc d'accord ? Moi je pensais à poussière. Poussière, ouais. Et antimicrobe. Antimicrobe, du coup, ouais, un téléphone, oui, antimicrobe, c'est vrai qu'on l'a toujours au téléphone, on l'a toujours dans la main, c'est vrai qu'il pourrait. Donc du coup, on pourrait avoir et ça pourrait être. D'accord ? Donc typiquement, le point de départ, il n'était pas important. C'est comment ensuite les associations nous amènent à réinventer. Pour justement réussir à saisir le hasard dans la vie, il faut être en lâcher prise. C'est pour ça que les organisations qui sont ultra organisées pour innover, il faut innover, c'est un peu compliqué parce que c'est des injonctions qui ne nous permettent pas d'être dans le lâcher prise. Parce que notamment, il faut assumer ce hasard dans lequel il faut parfois passer, il faut expérimenter des choses, etc. Et ça, c'est pas si simple que ça. Et donc, nous sommes tous créatifs. Il n'y a pas de différence, tout le monde est créatif. Ce qui différencie deux personnes, c'est par contre leur habitude créative. Ça veut dire leur réflexe à développer justement cette habitude de gérer les paradigmes, les idées de cette manière-là. Lui, c'est Thomas Edison. Pourquoi on vous parle de lui aujourd'hui ? Tout simplement car ce monsieur, qui a toujours l'air de faire la gueule, a développé des centaines d'inventions dans les domaines du téléphone et de l'électricité. Pas mal, non ? Tout lui vient de son habitude créative. Tout comme Léonard de Vinci, un autre monsieur qui a toujours l'air de faire la gueule, il noircit des carnets avec ses réflexions, ses intuitions et ses idées. Monsieur pas content aimait travailler et réfléchir sur un très grand nombre d'idées et de projets en même temps. Des poèmes pouvaient y côtoyer des schémas d'invention. Edison a décuplé sa capacité à créer en établissant des connexions entre des sujets qui semblaient sans lien. Du coup tu te demandes, comment qu'on fait ça ? Bizarre ta question, mais on va quand même y répondre. T'es qui toi ? Bon, je prends le relais, on va parler un peu plus sérieusement. Bon, pour avoir les mêmes skills que Thomas et Léo, fais comme eux, remplis ton carnet créatif, et pour cela, rien de plus simple. Étape 1. Prends un carnet. Étape 2. Sois créatif. C'est tout ? Mais oui, c'est tout, on t'avait dit que c'était facile. Ce carnet est à toi. Fais-toi plaisir et surtout ne te censure jamais. Et parce que c'est toi, voici quelques astuces. Astuce numéro 1. Dégaine ton carnet chaque jour et place-y au minimum 3 éléments. Que ce soit un dessin, une photo, une écriture, ne structure rien, assume ton côté complètement bordélique. Astuce numéro 2. Écoute ton intuition. Dès que tu entends une idée ou une phrase cool, note-la. Astuce numéro 3. Dès qu'une forme ou un objet t'intéresse, dessine-le. Et surtout, n'efface rien. Tout ce qui est dans ton carnet deviendra précieux. Et astuce numéro 4. Chaque matin, avant de débuter ta journée, sélectionne au hasard 2 éléments de ce carnet et cherche à les associer pour créer une nouvelle idée. Ce sont ces habitudes qui vont te permettre de t'ouvrir au monde et développer tes réflexes créatifs afin de matérialiser tes idées. Alors, prêt à créer ?
Et on a plongé dans l'histoire de l'innovation à la recherche de tous ces récits qui ont transformé notre époque, notre monde et plus largement le monde humain jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un dénominateur commun chez tous, c'est la collaboration, la relation humaine. Et on l'oublie trop souvent parce que souvent on parle de Steve Jobs et on oublie que lui, eh bien s'il a réussi, c'est parce qu'il était ami avec Steve Wozniak quand ils ont créé l'Apple. Que si jamais il a pu créer à un moment donné justement le Macintosh avec la première interface graphique, c'est parce qu'il était entouré d'une équipe incroyable. On oublie que Léonard de Vinci, ses maîtres lui avaient appris que pour créer, il fallait créer en groupe, et c'est pour ça qu'il était toujours assisté, même dans la création, par exemple, de la Joconde. Et on parle souvent de Thomas Edison et ses plus de 1000 brevets, et pourtant il a été le premier à inventer justement les usines à innovation, parce qu'il savait que l'innovation était toujours une affaire d'équipe. Aujourd'hui, on va te parler de Shazam, l'application de reconnaissance musicale. Elle est apparue en 1999 grâce à Diraj Mucker. Enfin lui et lui. Ces trois jeunes, au nom imprononçable, étaient à l'époque de jeunes diplômés, et ils se retrouvaient régulièrement pour travailler, réfléchir, améliorer et rebondir sur leurs idées. Tout y passait, business, ébauche, faisabilité du projet. Et de cette persévérance est apparue la première version de Shazam, qui était sous forme de SMS. Comme eux, tu peux décupler le potentiel de tes idées grâce aux avis des autres. Comment qu'on fait ça? Utilise leur méthode, le rebond créatif. Il suffit de respecter quelques étapes. Étape 1. Rassemble tes potes autour d'une table et parle de ton idée ou du concept que tu souhaites développer. Étape 2. Demande à chacun d'eux de noter une idée sur un post-it et faites-les tourner. Étape 3. Enrichis le post-it que tu as reçu sans contredire, nuancer ni limiter les idées. Et étape 4. Fais autant de tours qu'il y a de participants. Crée, innove, partage, rebondis quoi. En suivant bien ces étapes, à ton tour de te lancer, en session Skype, dans ta chambre ou dans un pub, qu'importe, fonce! On s'autorise justement à partir dans tous les sens, indépendamment de ce qui pourrait ou non plaire à chacun. Donc on est vraiment dans le oui et. Tout le monde a des idées, et c'est beaucoup plus facile d'exprimer une idée, surtout farfelue, par papier, surtout quand on ne sait pas qui l'a eu au début. Là, sur ça, voilà. Qui fait payer les enfants à faire de la politique avec des bonbons? Je veux dire, je ne sais pas qui a mis ça, et celui qui le met, il peut le mettre, c'est rigolo, et qu'en plus, il sait qu'il a un genre d'anonymat. Créer et innover, ça commence déjà avec une première chose, c'est se poser les bonnes questions. Il y a une célèbre citation qu'on attribue à Albert Einstein, qui dit que si j'avais une heure pour répondre à un problème, je passerai 55 minutes à reformuler la question. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si j'ai la bonne question, j'aurai plus facilement les bonnes réponses. Et quel meilleur sujet pour innover que sa propre vie? Aujourd'hui, on te parle du hacking. Tu sais, le hacking ne signifie pas forcément pirater, attaquer ou détourner un réseau ou un site. Oui, mais pourquoi on parle de ça alors? Nous, on te propose de hacker ta vie, de détourner quelques habitudes et éléments de ton quotidien. Hacker, c'est avant tout s'ouvrir en permanence à de nouveaux horizons. C'est découvrir de nouveaux champs, des arts, des livres, des musiques, des films et surtout, aller à la rencontre de l'inconnu. Deviens hacker comme Riles. C'est un jeune de la banlieue de Rouen qui était étudiant en langue étrangère et également pion dans un lycée. Un jour, il a décidé de lâcher ses études pour se consacrer à sa passion, la musique. C'est de sa chambre qu'il se fait connaître en postant chaque semaine une nouvelle compo sur YouTube. Aujourd'hui, après plusieurs concerts et festivals, il est déjà à la conquête de l'Amérique. Et si toi aussi tu hackais ta vie et tu t'ouvrais à l'inconnu? Pour ça, il suffit de suivre quelques étapes. Étape 1. Prends une feuille puis divise-la en deux. Étape 2. Dans la colonne de droite, note quelles sont tes habitudes quotidiennes sur une journée ou sur une semaine. Quelles sont tes habitudes au réveil, tes trajets quotidiens, les activités, les soirées week-end, où tu sors, quelle musique tu écoutes, quels sont les films, les séries que tu as l'habitude de regarder. Étape 3. Puis en face, dans la colonne de gauche, imagine comment tu pourrais modifier chaque habitude par quelque chose d'inédit et imagine le déroulement d'une journée ou d'une semaine totalement en rupture avec ses habitudes. Étape 4. Prends la décision de vivre réellement la différence. Et étape 5. Après avoir vécu ces changements, prends ton carnet et note ce qui t'a plus ou moins plu, sans oublier les découvertes que tu as pu faire. Toi aussi, deviens un hacker du quotidien. Hacker sa vie, en fait, c'est un atelier où vous travaillez. On a choisi cet atelier pour vous faire un peu travailler et d'aller bien au-delà d'une petite rigolade comme ça entre nous de cette soirée.
c'est vraiment voir comment on peut disrupter sa vie par rapport à des habitudes qu'on a pris, essayer de s'imaginer quelque chose de vraiment différent et voir comment le mettre en pratique. C'est pas simplement de dire j'ai envie de faire ça, c'est de le faire. L'atelier qui m'a particulièrement plu, qui était celui de hacker sa vie. L'une de mes habitudes était celle de procrastiner. Et l'une des solutions que j'ai pu trouver, c'était de faire des tâches que l'on peut faire en 2 minutes, mais de les faire immédiatement. Donc voilà, c'est des petites idées comme ça, des petites solutions banales, mais qui changent toute une vie tout simplement. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai inversé le paradigme? Mentalement, je viens de me projeter sur ma carte. Pourquoi? Parce que le fait de prendre un paradigme et de l'inverser, je me projette dans une zone qui me paraît, d'un point de vue cognitif, absurde. Ce moment où je passe dans un moment cognitif absurde, c'est nécessaire. Parce que si je suis dans quelque chose qui me paraît toujours cohérent, alors je ne suis pas en mode créatif. Il faut que je rentre dans une zone justement absurde. Et donc, le fait de me projeter, à partir de là, la question, c'est donc que je pose, et dire, ok, quelles sont les idées qui vous viennent? Le monde n'avance pas toujours dans le même sens. L'évolution n'est pas toujours linéaire. Et c'est pareil pour l'innovation. Tiens, un exemple. Imagine un incubateur pour bébés prématurés fabriqué avec d'anciennes pièces automobiles. Idée complètement what the fuck. Eh bien, c'est ce qu'a fait Neonurture qui tentait de trouver une alternative pour les couveuses dans les pays en voie de développement qui n'ont pas accès à la haute technologie. Pour la première fois, le paradigme qui dit qu'un incubateur pour bébés doit être créé à partir de pièces de haute qualité a été remanié. A l'inverse, il a été créé à partir de pièces basiques et disponibles partout. D'autres inventions sont issues du remaniement de paradigmes telles que l'imprimerie inventée par Gutenberg qui au départ était une presse à vin. N'oublie pas que tout objet, produit, service ou processus est constitué de paradigmes. Bon allez, comme pour chaque vidéo, on te file les étapes à suivre pour faire de même. Étape 1. Choisis ce que tu souhaites transformer puis prends une feuille que tu diviseras en 2 colonnes. Étape 2. Dans la colonne de droite, fais une liste avec tes amis de tous les paradigmes que tu as pu identifier sur l'objet en question. Par exemple, pour une chaise, ces paradigmes sont les pieds, l'assise et le dossier. Étape 3. Pour chaque paradigme identifié, tente de trouver une idée inverse. Par exemple, à la question « Comment imaginer une voiture sans roues ?», la réponse pourrait être « Une voiture qui fonctionnerait à la manière des tanks, avec le système des chaînes ». Mais attention, ne cherche pas à nuancer ou critiquer les idées qui surgissent, même celles qui semblent absurdes de prime abord. Et étape 4. Regroupe les idées semblables et vois avec les autres participants quelles sont les pistes qui mériteraient d'être approfondies. Pas mal le monde à l'envers, non? Avec le jeu Mon pire cauchemar, l'objectif va être d'améliorer un service ou un produit. Et pour ça, on va partir d'une mauvaise expérience pour ensuite se demander comment l'éviter ou comment la transformer en quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous considérons beaucoup d'innovations comme une évidence sans vraiment penser à quel point elles nous facilitent la vie. Attendre dans une file d'attente d'un restaurant ou attendre des plombes ton repas alors que tu as faim t'est déjà arrivé? Eh bien figure-toi que c'est pour répondre à ces problèmes-là que les frères McDonald's ont développé leur Speedy Service System, donnant naissance au fameux fast-food McDonald's. Un autre exemple est l'invention de l'iPhone. Le pire cauchemar de l'époque était ces téléphones portables de plus en plus complexes et difficiles à utiliser. Ah oui, il y avait des trucs comme le WAP que personne ne comprenait. Exactement. Apple a donc lancé l'iPhone, un téléphone simple et facile d'usage sur lequel on pouvait vraiment naviguer sur Internet. Il ne t'est jamais arrivé de trébucher sur le câble traversant ton salon? La solution à ce pire cauchemar est le développement des connexions sans fil comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Un peu de mise en pratique? Prends tes pires cauchemars et utilise-les pour stimuler ta créativité. Étape 1. Prends un post-it et note, sur un sujet donné, ton pire cauchemar et tout ce qui en découle, puis accroche-le au mur. Étape 2. Pour chaque cauchemar identifié, tu as plusieurs possibilités. Soit répondre à ces questions. Comment éviter ce cauchemar? Sur quoi s'appuyer pour l'empêcher? Ou alors répondre à ces questions. Que peut-il se cacher de positif derrière ce cauchemar? Et quelles actions mettre en œuvre? Étape 3. Vois ce qui est le plus pertinent. Tu as peut-être devant toi la prochaine invention qui nous facilitera la vie. Prêt à affronter tes pires cauchemars? En création, on imagine souvent, on idéalise que c'est à partir de ce qu'on apprécie, ce que l'on vit bien, mais de partir de son pire cauchemar, je trouve que c'est vraiment super innovant comme façon et c'est surprenant ce que ça produit, quoi. On passe s'amuser, c'est une autre idée. Une intoxication alimentaire. Moi j'ai une idée qui m'a marqué, je vais peut-être monter ça en business, faut pas le dire. C'est un restaurant en apesanteur. Qu'est-ce qui fait la différence entre une idée, une invention, un prototype et une innovation?
Eh bien, c'est ce qu'on appelle le principe de résonance. Une innovation, c'est une idée, une invention, qui est entrée en résonance psychologique et sociologique avec son époque. C'est-à-dire que c'est une idée ou une invention dont des personnes se sont appropriées l'usage pour répondre à leurs besoins, mais qui s'en sont aussi appropriées l'usage pour le diffuser au sein du tissu social. L'écriture est devenue une innovation parce que des personnes en avaient besoin à une époque, mais aussi parce que ces mêmes personnes ont cherché à en diffuser la pratique au sein du tissu social. Et donc, le principe même de l'empathie est clé dans le processus de créativité et d'innovation. Le besoin de comprendre les individus auxquels s'adresse notre innovation, de les comprendre dans leur psychologie, se couper de nos a priori, comprendre quels sont leurs ressentis, quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, pour pouvoir ensuite y apporter une réponse ajustée. On le voit, l'innovation, c'est avant tout une affaire de psychologie et de sociologie. La technique, la technologie, ce ne sont que des outils. Pour comprendre l'utilité d'un objet, comment il sera accepté et adopté, il faut tout d'abord apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et ce n'est pas si compliqué. Ça t'est déjà arrivé de te dire « si j'étais à ta place, j'aurais fait autrement ?» Eh bien sache qu'il s'agit d'une forme d'empathie. Ici, l'empathie consiste à se mettre à la place de quelqu'un en se demandant ce qu'elle voit et entend, mais aussi ce qu'elle pense, ressent, dit et fait. Pouvoir répondre à ces questions t'aide à mieux cerner les éléments essentiels d'un produit par exemple. Mais comment qu'on fait ça? Comme pour chaque tuto, suis ces étapes et tu pourras utiliser au mieux la carte empathique. Étape 1. Tu as un projet d'innovation? Définis un personnage fictif concerné par cette innovation. Donne-lui une identité, nom, prénom, âge et même une situation si tu le souhaites. Cela favorise le processus d'empathie. Ici, ce sera William Anderson. Oui, pourquoi pas. Ouais, c'est cool, William Anderson. On pourrait dire qu'il a 25 ans et que c'est un artiste, c'est un peu moi quoi. Si ça te fait plaisir. Étape 2. Prends le modèle de cette carte empathique, entre dans la psychologie de ton personnage, William Anderson, et imagine-le dans une ou plusieurs situations, avant que n'existe ton innovation. Que voit-il, qu'entend-il, que pense-t-il et ressent-il? Que dit-il et fait-il dans cette situation? Quels sont ses besoins et ses envies? Quels sont ses problèmes? Cette étape te permettra de bien connaître ta cible, en comprenant mieux les problèmes et les besoins auxquels ton innovation doit répondre. Étape 3. Il ne te reste plus qu'à réimaginer William, cette fois-ci face à ton innovation. À partir de cette compréhension empathique, répondez à ces deux questions. Pourquoi, où, quand et comment utilise-t-il mon innovation? Pourquoi, où, quand et comment parle-t-il ou diffuse-t-il mon innovation? Waouh, c'est beaucoup de travail d'imagination, non? Oui, mais c'est essentiel pour lancer au mieux ton innovation. Pour t'aider dans ta démarche, collabore. C'est une des clés de l'innovation. Notre époque manque de vision, elle manque de rêve. Et pourtant, créer nécessite d'avoir une vision. Les frères Wright, qui ont inventé le premier avion, avaient ce rêve enfantin d'être les premiers à voler. Et c'est parce qu'ils poursuivent ce rêve, cette vision, qu'ils vont justement être capables d'exploiter une ressource importante en matière de créativité, d'innovation, qui est l'échec. Ils vont en subir des dizaines, des centaines à différents stades de développement de leur avion. Et pourtant, à chaque fois, ils vont persévérer, s'acharner, rebondir sur chacun de ces échecs pour justement aboutir finalement à leur réussite. Et si dès aujourd'hui, l'échec devenait un apprentissage? Jack Ma, le fondateur d'Alibaba Group, a créé en 1999 cette plateforme qui a pour vocation de faciliter les échanges entre les entreprises. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 25 milliards de dollars. Et pourtant, tout ne fut pas si facile pour cet entrepreneur issu d'une famille pauvre. Histoire d'en rassurer plus d'un, il a échoué 2 fois à son examen d'entrée à l'université. Il a été rejeté par des dizaines d'employeurs et a trouvé le succès grâce à sa 3e entreprise, Alibaba. Michael Jordan a aussi connu des échecs. Avant d'être le plus grand joueur de la NBA, il a été écarté de son équipe de basket au lycée. Aujourd'hui, il dit lui-même que ce sont aussi ces échecs qui l'ont mené vers la réussite. Oprah Winfrey est aussi un exemple iconique. Avant d'être la star des plateaux télé, elle a été virée de son émission car jugée inapte au journalisme. Après cet échec, elle a persévéré pour finalement atteindre une grande et belle réussite. Et si toi aussi tu devenais un loser magnifique grâce à tes échecs? Pour ça, joue-la comme Jack Ma, mais avant d'échouer. Étape 1. Tu as un projet personnel ou professionnel? Projette-toi dans le futur dans 1, 2 ou 3 ans. Étape 2. Imagine que dans ce futur, ton projet a échoué. Note toutes les raisons qui t'ont conduit à cet échec. Étape 3. Pour chaque raison identifiée, demande-toi comment éviter cet échec et quelle idée positive tu peux trouver derrière cet échec.
le principe de diversité. C'est pas pour rien que Steve Jobs a innové en Californie. Pourquoi? Parce que tout simplement la Californie a développé sa capacité à créer, à innover, justement sur la diversité de son territoire. Des sociologues ont montré qu'au XXe siècle, la capacité créative de la Californie a été proportionnelle au nombre d'homosexuels et de bohémiens accueillis sur le territoire durant tout le XXe siècle. Pourquoi? Eh bien, pas parce que les homosexuels ou bohémiens soient plus ou moins créatifs que les autres, mais tout simplement parce que la capacité de ce territoire à accueillir des populations qui étaient rejetées ailleurs montrait la capacité de ce territoire à s'ouvrir à la différence et à utiliser justement cette différence pour innover et créer. La diversité, c'est pas juste un beau mot, juste un principe humaniste, c'est bien un principe opérationnel en matière de créativité et d'innovation. Miles Davis va être un exemple de ça. Il va révolutionner le jazz 3 fois, et notamment en invitant dans l'un de ses plus grands albums un pianiste blanc à venir jouer avec lui. Et à cette époque-là, qu'un blanc fasse du jazz, c'était une hérésie. Sauf que ce qui l'intéressait lui, c'était le son que produisait Bill Evans justement au piano, et ils vont produire ensemble une véritable révolution dans l'histoire du jazz et dans l'histoire de la musique, avec notamment Blue Canyon. En intégrant des collaborateurs de parcours et d'expériences différentes, l'entreprise favorise l'innovation. C'est d'ailleurs ce que l'on observe déjà, puisque les recruteurs prêtent aujourd'hui de plus en plus d'attention aux compétences transversales telles que la créativité. C'est génial. Une grosse dose d'inspiration. Ludique, créatif, on se prend pas la tête. C'est génial. Ouais, puis on a rencontré des personnes super sympas, dynamiques et très enthousiasmantes. C'est très inspirant et ça motive énormément. Nous avons maintenant les outils pour changer le monde. Nous en servirons-nous?